Bonsoir chers téléspectateurs, soyez les bienvenus dans 28 minutes. Merci de notre fidélité, votre fidélité. Nous démarrons ce soir avec un témoignage exceptionnel, celui de deux pères de famille, un Palestinien et un Israélien, Bassam Aramin et Rami Elahan, dont les filles ont été tuées par le camp adverse à l'âge respectivement de 10 ans et de 14 ans, refusant la voie de la vengeance, convaincus que ce conflit ne vaut pas la vie d'un enfant de plus. Ils militent depuis bientôt 20 ans pour la fin de l'occupation, pour la paix, pour le respect de l'autre. Ces combattants pour la paix, tel est leur nom, sont les principaux personnages de l'extraordinaire roman de Colum McCann, Apeirogon, sorti en septembre. Ils seront avec nous par Zoom, l'un depuis Jérusalem, l'autre depuis Jéricho. L'actualité du jour, c'est le discours d'Emmanuel Macron, discours proféré avant-hier au Creusot, vantant avec fougue le nucléaire comme énergie d'avenir. L'énergie nucléaire est une énergie décarbonée, une énergie sûre. Notre avenir environnemental, écologique, passe donc par le nucléaire. Le nucléaire qui représente 18% environ du mix énergétique français, l'ampleur de la crise climatique rendant la neutralité carbone obligatoire d'ici 2050, cette énergie est-elle la meilleure solution pour y arriver? Nous en débattrons et nous retrouverons à la fin de l'émission nos petits champignons, Maudu et Saltiel. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir les amis, quel est votre programme ? Un sommet européen est réuni en ce moment même à Bruxelles. Les 27 chefs d'État de l'Union sont confrontés au terrible problème du budget et du Brexit. L'occasion d'évoquer les États-Unis d'Europe de Victor Hugo. Oui, c'est pas du neuf, c'était en 1849. Et vous François ? Oh, 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 oh. Oui, je sais, Elisabeth, j'habite très mal le Père Noël, mais lui aussi va très mal en cette année si particulière. Comment va-t-il faire pour que la magie opère en pleine période et en pleine crise sanitaire? J'ai bien l'impression qu'en ce moment, le Père Noël est à côté de ses souliers. À tout à l'heure, les amis. Bonsoir Nadia Dame. Bonsoir Benjamin Papillon-Sportos, grand jury RTL Le Figaro. Bonsoir Bassam. Vous êtes avec nous de Jéricho. Et bonsoir Rami, vous êtes avec nous de Jérusalem et nous sommes honorés par votre présence dans 28 minutes. Bassam, pourriez-vous me présenter en quelques mots votre ami Rami ? Bon, Rami, c'est un être humain, c'est un père, un frère. C'est une très bonne personne et on partage la même humanité et les mêmes valeurs. Rami, comment parleriez-vous et en quels termes présenteriez-vous aux spectateurs d'Arte Bassam Aramin ? Eh bien, c'est mon frère, je l'adore, je l'admire et je tire beaucoup de ma force de lui et de tous mes amis palestiniens aussi. Vous êtes les héros, les personnages réels d'un roman de Colum McCann qui s'appelle Apeirogon et vous êtes aussi portraituré par Gaël Legras. Nous vous retrouvons juste après. Regardez, voici votre portrait. Kippour, la lutte, ensemble, c'est la règle de 3 de Rami Elahan et Bassam Aramin. En 1973, le soldat israélien Rami Elahan combat pendant la guerre du Kippour où il perd de nombreux amis. Lorsque l'armée le libère, il décide de rompre avec tout engagement politique ou social. Son 4e enfant, Smadar Elahan, naît à Jérusalem en 1983. À l'âge de 14 ans, l'unique fille de Nourit et Rami achète des livres scolaires dans la rue Ben Yehuda. Ce 4 septembre 1997, 3 Palestiniens y commettent un attentat suicide. Smadar Elahan fait partie des victimes. Quand votre fille de 14 ans est assassinée, vous n'avez qu'une chose en tête, la vengeance, écrit Rami Elahan. Après un long processus et leur rencontre avec le militant pacifiste Itzhak Frankenthal, ils s'engagent à leur tour pour la paix. Il y a un dicton chinois qui dit « Même la route la plus longue commence par un petit pas ». Bassam Aramin grandit à Hébron et s'implique dans la lutte palestinienne. Un jour, il participe à une attaque à la grenade contre des soldats israéliens. Pas de blessés, mais à l'âge de 17 ans, il écope de 7 ans d'incarcération. En prison, il visionne un film sur la Shoah. J'ai pleuré sur ces gens qui allaient mourir nus, innocents, pour la seule raison qu'ils étaient juifs. Sorti de prison, il se marie avec Salwa, le couple s'installe à Jérusalem, combat pour la paix. En 2007, leur fille Abir a 10 ans. Devant l'école, un soldat israélien tire. Abir reçoit une balle de caoutchouc dans la nuque. She's my daughter. I miss her everywhere, every day.
Lorsque le drame a lieu, Rami et Bassam se connaissent depuis 2 ans. Rami se rend à l'hôpital pour soutenir son ami. C'était terrible, je savais exactement ce qu'il traversait, dit Rami. Ensemble, ils dirigent aujourd'hui l'association The Parent Circle qui prône la réconciliation entre les deux peuples. Ils s'expriment dans les médias, donnent des conférences, voyagent dans le monde entier. Désormais, leurs fils, Arab et Igal, s'expriment eux aussi conjointement. If we, those who lost our most precious loved ones, can work together, anyone can. Dans son dernier roman, dont les droits ont été achetés par Steven Spielberg, Colum McCann raconte le lien qui unit Rami et Bassam. Ce sont vraiment des héros, dit l'écrivain irlandais. Et ils sont avec nous de Jérusalem et de Jéricho, un Palestinien étudiant l'Holocauste, un Israélien absolument farouchement hostile à l'occupation, Bassam et Rami. Rami, je voudrais commencer avec vous. Abir, tué d'une balle dans la nuque à 10 ans par un soldat israélien, et votre fils, Madar, victime de 3 kamikazes du Hamas, elle avait 14 ans. Ceci devrait mener les 2 hommes que vous êtes à chercher la vengeance, à vouloir du sang et à vouloir, c'est ça, la vengeance. Qu'est-ce que vous avez comme ressources intérieures pour avoir surmonté cet appel du meurtre et pour être rentré dans une forme de fraternité et de non-violence? Eh bien, ce n'est pas facile. Ce qui est naturel pour l'homme, c'est d'être en colère, de vouloir la vengeance. Et moi, j'ai rapidement compris que si je tuais quelqu'un par vengeance, il n'y avait pas de retour possible. Et si je provoquais de la douleur à qui que ce soit, ça n'allait pas amoindrir ma propre peine, ma propre douleur. Et donc, l'autre chemin plus difficile, c'est d'essayer de comprendre ce qu'il s'est passé, comment ça a pu se passer, et essayer d'empêcher cette douleur d'endeuiller d'autres familles. Et donc c'était il y a 22 ans que j'ai rejoint The Parent Circle, et depuis j'y ai dédié toute ma vie pour essayer d'établir les liens entre ces deux populations. Bassam, quand vous avez croisé le soldat israélien qui a tiré une balle dans la nuque de votre petite fille Abir, vous lui avez dit des mots très simples, vous avez été très lapidaire, vous lui avez dit « c'est toi la victime ». Qu'est-ce que vous vouliez dire par là ? Oui, c'est ce que j'ai voulu dire, c'était la victime, c'est lui la vraie victime. Parce que c'est quelque chose qu'on lui a ordonné de faire, c'est ce qu'il s'est passé, c'était la victime de la société et de l'histoire. Et lui, il a compris que c'était lui la victime et que c'est ce qu'on lui a dit de faire. Il a compris ce qu'il a fait, il a tué une petite fille de 10 ans. Et ça, c'était en fait ma vengeance pour lui montrer quelle était la suite de ses actions. Et je crois qu'il a compris vraiment ce que je voulais dire par cela. C'était exactement ce que je voulais dire, parce que j'ai pu passer de ma mentalité de victime à une autre mentalité pour mettre fin à tout cela et pour aider les autres. Et je ne voulais pas qu'il se punisse lui-même, plutôt qu'il essaye de comprendre, de travailler sur lui-même. Et que ce n'était pas une Palestinienne qui l'a tué, mais une petite fille de 10 ans. Et je voulais qu'il regrette ses actions, parce que si on ne fait pas ça, on est des animaux. Et même pendant l'occupation, il y a des règles à suivre. Benjamin. Rami El-Hanan, est-ce que vos épouses vous ont tout de suite soutenu dans vos combats? Est-ce qu'elles en ont compris le sens? Est-ce qu'il leur arrive d'avoir peur pour vous? Eh bien, mon épouse, c'est la lumière de ma vie quand on est ensemble. Elle en fait beaucoup plus que moi. Elle a reçu le prix Sakharov du Parlement européen en 2002 et elle est très très impliquée dans la rédaction des manuels
israélien et elle sait que c'est l'éducation qui crée le genre de tueurs qui ont tué notre fille. Bassam, vous avez dit, et ça a été repris par Colum McCann dans son roman, ceux qui nous gouvernent préfèrent la violence car ils peuvent contrôler la violence alors qu'ils sont désarçonnés par la non-violence. Vous incarnez la non-violence l'un et l'autre. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Je veux dire que si on en revient à la violence, si on est violent, on redevient une victime parce qu'on n'est plus maître de ses actions, on n'est plus actif, on est victime de l'histoire, du passé, et quand on s'en libère, on devient plus puissant. Et quand on devient non-violent, on maîtrise sa personnalité et on découvre que c'est la seule façon de gérer tous les conflits et que ça fonctionne. Et ça vous permet de conserver votre humanité en tant qu'être humain. Vous allez toujours pouvoir gagner parce que nos instincts nous incitent à traiter les choses très violemment. Mais il faut comprendre ce que c'est que d'être non-violent. Ça veut dire qu'on aime son ennemi, qu'on le respecte, qu'on lui exprime son amour pour détruire la haine au fond de son cœur. Et quand on lui parle, on n'essaye pas de le tuer. Et cette haine qui gouverne nos vies doit être éradiquée. Et donc, il faut agir. Alors, vous combattez pour la paix. On va évoquer avec Nadia ceux dans l'opinion publique qui ne croient plus en cette paix. Oui, effectivement, parce que les deux populations israéliennes et palestiniennes sont régulièrement sondées sur leur confiance réciproque et sur les chances qu'elles accordent à la paix. Les dernières études sont assez inquiétantes puisqu'on apprend que seuls 43% des Palestiniens et 42% des Juifs israéliens croient encore à la solution des deux États. C'est le taux le plus bas depuis 4 ans et ce pessimisme, il est particulièrement présent chez les jeunes. Ceux qui sont nés après l'échec des accords de paix d'Oslo pensent que le conflit ne se résoudra jamais. Et puis enfin, le niveau de confiance entre les deux peuples est au plus bas. 90% des Palestiniens et 79% des Israéliens pensent que l'autre camp n'est pas digne de confiance. Rami El-Hanan, qu'est-ce que vous pourriez dire à ces personnes, et peut-être en particulier aux jeunes, pour les faire changer d'avis ? Eh bien, je vais leur dire que auparavant, les Allemands et les Français se détestaient encore plus, et je leur dirais aussi que les Anglais et les Allemands se détestaient encore plus, et maintenant, ils vivent ensemble en paix. Je leur dirais aussi que les Palestiniens n'ont pas tué 6 millions de Juifs et les Israéliens n'ont pas tué 6 millions de Palestiniens. Et maintenant, il y a des ambassadeurs israéliens à Berlin et des ambassadeurs allemands à Jérusalem, à Tel Aviv. Et tout peut changer si on respecte l'autre côté, si on parle à l'autre côté, si on l'écoute également. J'ai volé cette phrase sur les 6 millions à Bassam et j'espère qu'il va m'en pardonner. Je pense qu'il vous pardonnera. Et merci, vous êtes intervenu sur une chaîne franco-allemande, mais je sais que vous le savez, Rami et Bassam. Merci infiniment. Vous êtes d'extraordinaires hommes de bonne volonté, comme on dit, et vous êtes les personnages réels et les héros de ce roman absolument incroyable, Apei Rogon, que je remontre. Il n'est pas encore publié en Israël. J'espère que ça viendra, en tout cas que les Israéliens et les Palestiniens se le procureront ailleurs. Voilà, il faut le lire. Merci, et merci au traducteur Anthony Roger. Merci à tous les deux. Nous vous embrassons de tout notre cœur. On passe à notre débat sur l'énergie nucléaire, plus efficace et verte que les énergies renouvelables. Selon le président Macron, en visite cette semaine dans une usine Framatome. Miser sur le nucléaire et prolonger la durée de vie de nos vieilles centrales, comme vient de le recommander l'autorité de sûreté nucléaire, est-ce bien raisonnable ? On en parle après la mise au point de Sandrine Le Calvez. Casque vissé sur la tête, Emmanuel Macron a visité au Creusot en Saône-et-Loire l'usine Framatome d'EDF. C'est là que sont forgées les cuves des futurs réacteurs nucléaires. Et il n'est pas venu les mains vides.
j'ai décidé que le futur porte-avions qui dotera notre pays et notre marine sera, comme le Charles de Gaulle, à propulsion nucléaire. Tout au long de sa visite, Emmanuel Macron a vanté les mérites de l'atome. Notre avenir énergétique et écologique passe par le nucléaire. Pourvu que l'on progresse sur la gestion des déchets, sur la sûreté, l'énergie nucléaire est une énergie décarbonée, une énergie sûre. En clair, l'arrêt de l'atome civil, ce n'est pas pour demain. D'autant que l'autorité de sûreté nucléaire recommande de laisser en activité les vieilles centrales âgées de 40 ans. Cela concernerait 32 réacteurs. Chacun d'entre eux alimente 400 000 foyers en électricité. Une consultation publique est en ligne sur le site de l'ASN pour recueillir l'opinion des Français. Du côté des écologistes, sur fond d'urgence climatique, les positions ne sont plus toujours aussi hostiles que par le passé. Personne ne dit « arrêtons le nucléaire aujourd'hui ». Nous disons « prenons acte de l'obsolescence des centrales qui ne peuvent pas durer de manière infinie, mais certaines, comme le Tricastin, multiplient les incidents ». Les vieilles centrales ne sont pas les seules à inquiéter. Un lanceur d'alerte a communiqué à Greenpeace des documents confidentiels volés sur le chantier de l'EPR de Flamanville. De quoi s'interroger sur les règles de sécurité dans une zone où vivent plusieurs dizaines de milliers de personnes. Alors le risque d'accident nucléaire est-il maîtrisé aujourd'hui en France? À l'heure de l'urgence climatique, l'énergie atomique s'avère-t-elle vraiment décarbonée? Les énergies renouvelables sont-elles en mesure de remplacer nos centrales? Deux invités pour en parler. Valérie Faudon, vous êtes déléguée générale de la Société française d'énergie nucléaire. Bonsoir. Selon vous, la France ne peut pas se passer du nucléaire car le gaz, pour ne citer qu'une source d'énergie, le gaz produit 40 fois plus de CO2 et les énergies renouvelables ne peuvent pas encore être stockées. Cela viendra peut-être, on en parlera au cours du débat. À côté de vous, Jean-François Julliard, directeur général de Greenpeace France. Selon vous, la France, bonsoir d'abord. Bonsoir. Selon vous, la France doit se passer du nucléaire et elle le peut avec des scénarios crédibles à 100% d'énergie renouvelable dans 30 ans, à condition, bien sûr, de réduire, nous tous, notre consommation d'énergie. Nadia, première question, c'est une question d'un de nos internautes. Oui, un constat et une interrogation de téléspectatrice que je vous lis. C'est étrange, parmi les 149 propositions de la Convention citoyenne pour le climat, aucune ne concerne le nucléaire. Pourquoi, Valérie Faudon? Effectivement, c'est un trou béant dans les recommandations et les conclusions de la Convention citoyenne pour le climat. L'objectif de la Convention pour le climat, c'était de diminuer nos gaz à effet de serre. Ouais. Et les gaz à effet de serre, les émissions de CO2 que nous faisons en France aujourd'hui sont concentrées dans le secteur du transport, la voiture par exemple, qui fonctionne quasiment exclusivement au pétrole, et dans l'habitat, c'est le chauffage et l'industrie. Voilà. Donc le secteur électrique, c'est-à-dire la production d'électricité en France, est quasiment décarboné avec une combinaison de nucléaire qui n'émet très peu de gaz à effet de serre et de renouvelables, de l'hydrogène. C'est pas un oubli, c'était simplement pas la Donc c'était juste pas l'objectif, puisque dans le secteur électrique, aujourd'hui, c'est plutôt un atout. On a cette chance d'avoir cette électricité propre, et donc on peut justement l'utiliser dans les autres secteurs pour diminuer nos utilisations de pétrole ou de gaz dans les autres secteurs. Ouais. Un chiffre du jour. 50% la France s'est donné pour ambition de ramener à 50%, donc contre 75% aujourd'hui la part du nucléaire dans sa production d'électricité, et cela à l'horizon 2035. Ça devait être 2025, donc 10 ans de plus. Mais Jean-François Julliard, à l'heure où on a besoin d'électricité pour nos voitures, pour nos vélos, on se dit, est-ce que cette échéance est vraiment réaliste ? 2035. Oui, elle est non seulement réaliste, mais surtout elle est souhaitable. Il faudrait même aller bien plus vite que ça, parce qu'aujourd'hui, on sait comment se passer de nucléaire, parce que c'est la question qui est posée ce soir. On sait qu'on peut se passer de nucléaire. Il y a eu plusieurs études qui ont été faites par l'ADEME, qui est une agence d'État, par le CIRED récemment, qui est un labo de recherche, qui montre qu'un avenir fait de 100% d'énergie renouvelable à l'horizon 2050. 2050, c'est finalement... c'est pas demain, c'est pas si loin que ça. C'est non seulement faisable technologiquement parlant, c'est souhaitable pour tout un tas de considérations environnementales, et même en termes de coûts, ce serait à coût constant, voire moins cher que les investissements nécessaires dans le nouveau nucléaire. Donc oui, on doit aller vers ça. Mais votre voisine opine dans le sens de la négation depuis que vous avez pris la parole. Alors, il y a en effet plein de scénarios. Parce qu'on ne peut pas stocker l'énergie renouvelable. Oui, alors ce qui fait la caractéristique d'un scénario, c'est qu'on sait que ça ne peut pas prédire l'avenir. On a des milliers d'exemples de moments
moment où on n'a pas pu prévenir l'avenir. On n'avait pas prévenu le choc pétrolier, par exemple. Alors aujourd'hui, l'électricité ne se stocke pas. Donc juste avant de venir, j'ai regardé la situation en Allemagne. Il faut savoir qu'en Allemagne, ils ont un parc éolien équivalent à notre parc nucléaire. Ce soir, il est à 2%. C'est-à-dire qu'il est à 98% à l'arrêt parce qu'il n'y a pas de vent. Et inutile de vous dire aussi que le soir, il n'y a pas de soleil non plus. Voilà. Donc aujourd'hui, ce soir, l'Allemagne, elle est à plus de 500 grammes de CO2. Alors pour vous donner une idée, nous, on est à moins de 100 grammes au kilowattheure et elle fonctionne au charbon, au reste du parc nucléaire qui leur reste et au gaz. Donc on voit ça arriver aujourd'hui dans tous les pays du monde. C'est-à-dire qu'il y a des débats politiques, on dit on va remplacer le nucléaire par des renouvelables. En pratique, et on le voit en Belgique, ils veulent arrêter en 2025. Et le gouvernement a présenté un plan de construction de centrales à gaz, très émetteurs de CO2 et arrivant de Russie. Voilà, donc en plus, avec un vrai sujet de dépendance géostratégique. D'accord, mais Jean-François Juillard, pour revenir sur cette problématique de tout ce qui est photovoltaïque ou des éoliens, le stockage est la clé, donc il faudrait arriver à travailler sur le stockage. Le stockage existe. C'est faux quand vous dites que l'électricité ne peut pas se stocker. L'électricité peut se stocker. Aujourd'hui, on peut la stocker à travers les batteries, on peut la stocker à travers la méthanation, qui est un processus qui convertit l'électricité en gaz pour le reconvertir en électricité quand on en a besoin. Il y a les stations de transfert par pompage qui font qu'on peut à un moment donné. Pourquoi les Allemands le font pas ? Les Allemands sont en train de le faire et de le développer, mais les Allemands ne sont pas un modèle. On n'est pas là pour vanter le modèle allemand par rapport au modèle français. Attendez, je termine juste sur l'histoire du stockage. On progresse de plus en plus sur la question du stockage. Et la question du stockage, aujourd'hui, tous les ingénieurs qui ont travaillé sur ces fameux scénarios, un scénario, c'est une des possibilités. Après, il y a des choix politiques à faire et qui sont en train d'être faits. Et j'ai entendu le discours d'Emmanuel Macron il y a quelques jours. Aujourd'hui, dans ces scénarios-là, le problème du stockage est écarté parce qu'on sait qu'on est capable de stocker, qu'on va être de plus en plus capable de stocker, de piloter la consommation d'électricité aussi, et que, encore une fois, un avenir fait de 100% d'énergie renouvelable. Aujourd'hui, la question n'est plus de savoir si c'est possible ou pas. C'est possible. Les ingénieurs ont répondu. Est-ce que c'est souhaitable ? Est-ce qu'on veut le faire en France ou dans d'autres pays ? Mais c'est possible. Alors, je peux prendre un exemple parce qu'on parle de l'Allemagne qui est quand même un pays extrêmement riche. On va parler de la Californie qui a eu un blackout cet été. Alors, s'il y a bien un pays qui a toutes les technologies et l'argent, c'est bien la Californie. Le Japon, depuis 10 ans, n'a fait qu'augmenter ses émissions de CO2 parce qu'ils construisent des centrales à charbon et du gaz. Donc, on voit bien que même les pays... Parce qu'ils ont eu un accident nucléaire, ils ont été obligés de se passer du nucléaire. C'est pas ça qui les empêche de faire du stockage. On sait qu'il y aura évidemment des moyens de stockage. Il y a beaucoup de technologies dans celles que vous avez parlé qui ne sont pas du tout mûres. Enfin, actuellement, il y a des petits tests. Mais de là à dire que ça va remplir les besoins d'un pays de 70 millions d'habitants, enfin de toute l'humanité, ben non. Parce qu'un des soucis qu'il y a sur le stockage et qu'il y a d'ailleurs sur toutes les technologies, je pense qu'il faut être très vigilant, c'est les ressources minières qu'il va falloir pour construire toutes ces nouvelles installations. Il y a eu une alerte de la Banque mondiale juste avant l'été qui disait attention, faire la transition énergétique, c'est multiplier par 8 les quantités de métaux, etc. Donc je pense qu'il faut trouver, et certainement la solution, c'est certainement un mix de technologies. Il y a des pays qui ont beaucoup d'hydroélectricité, par exemple. Et puis comme la France, on a un peu d'hydroélectricité. Des barrages, quelques barrages. Voilà. Donc il y a un mix qui est valable pour tous les pays. Et vouloir se dire, je me prive d'un outil aussi puissant que le nucléaire pour décarboner et se passer du charbon. Alors, d'autant qu'un documentaire récent évoque la face cachée des énergies renouvelables, Exactement, Nadia. Ce documentaire, oui, il a été diffusé sur la chaîne RT. Il a été co-réalisé par Guillaume Pitron. C'est l'auteur d'un livre sur les ravages de l'exploitation des météos rares. Ce documentaire pointe donc ce qu'il appelle la face cachée des énergies vertes. Ça concerne, c'est très dense comme sujet, mais ça concerne par exemple l'éolien. Pour ne parler que de la France, les 7000 éoliennes qui composent le parc français ont été construites dans les années 2000. Or, elles ont une durée de vie d'environ 25 ans. Il y a donc ce problème du démantèlement qui se pose plus que jamais aujourd'hui. Problème parce qu'on ne sait pas vraiment quoi en faire. En particulier, on ne sait pas quoi faire des pales, des fameux rotors qui sont composés, qui sont multicomposites, mais qui sont composés entre autres de verre, de fibres de carbone extrêmement difficiles à recycler. C'est la raison pour laquelle l'Allemagne, par exemple, a fait le choix de les enfouir, même de les entasser dans des immenses décharges à ciel ouvert. Et le problème le plus important, vous en parliez, qui est soulevé par ce documentaire, c'est donc l'exploitation des métaux rares pour l'éolien, pour la voiture électrique ou encore pour le photovoltaïque. L'extraction, ça fait appel à des procédés extrêmement polluants. On a beaucoup parlé de la Chine, à raison. C'est le premier pourvoyeur de ces métaux. On observe le rejet de métaux lourds, d'acide sulfurique et même d'uranium dans les cours d'eau à
proximité des populations. Les images dans le documentaire sont absolument terrifiantes. Jean-François Julière, est-ce qu'on sait aujourd'hui faire du renouvelable à la fois sans métaux rares, sans ce que je viens de décrire, et aussi sans la Chine, ce qui pose effectivement d'autres questions aussi? Non, pas encore, mais on progresse. Mais là, vous sortez un documentaire que je n'ai pas vu en l'occurrence, mais peu importe. Vous parlez du démantèlement des éoliennes, on pourrait parler du démantèlement du nucléaire, des centrales nucléaires. On va y venir. Parlons quand même malgré tout on va en parler. Vous parlez surtout de la question des métaux. Mais vous parlez des métaux, mais pareil, on extrait de l'uranium pour faire le nucléaire. Le nucléaire, ça pousse pas dans les prairies françaises non plus, donc il faut aussi aller extraire de l'uranium. Est-ce qu'on sait faire du renouvelable sans? Mais on ne sait faire, sans des métaux rares dans les batteries. On ne sait faire. Non, on ne sait faire aucune. Il n'y a aucune source d'énergie qui est parfaite. Je suis pas là. Moi, je suis pas le défenseur de la filière éolienne. Le 100% vert, c'est pas possible. Mais le 100% vert, c'est pas possible. La meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. C'est pour ça que dans tous les scénarios, et nous, notre position, c'est de dire qu'il faut réduire notre consommation énergétique. Moi, je ne dis pas qu'il faut remplacer un nombre de gigawatts de nucléaire par un nombre de gigawatts équivalent d'éolien ou de solaire. Donc, il faut commencer par réduire notre consommation. Donc, il y a une question de sobriété énergétique. Et ensuite, à choisir entre différentes sources d'énergie, oui, moi je préfère me passer du nucléaire parce qu'on sait comment s'en passer et je trouve, et je continue de trouver, que les énergies renouvelables sont moins dangereuses, moins coûteuses, moins risquées, moins polluantes et que je préfère à choisir enfouir des pales d'éoliennes qu'enfouir des déchets nucléaires qui sont radioactifs pour des milliers d'années qu'on ne sait pas traiter et dont on n'a pas le moindre commencement de la solution. Valérie Faudon, non, mais quand même, sur les centrales nucléaires, c'est vrai, c'est peut-être pas complètement écologique, on le voit là, mais quand même sur les centrales nucléaires, quand on veut prolonger de 10 ans des centrales nucléaires, qui a été prévu pour 40 ans, on nous dit que ça sera 50 ou 60 ans. C'est ce que veut l'autorité de sûreté nucléaire, qui est un peu le gendarme du nucléaire. On peut s'inquiéter, c'était prévu pour 40 ans. Là, on se dit, mais comment on peut prolonger aussi facilement? Quelle sera la sécurité? Parce qu'en fait, on est contre l'obsolescence programmée. Voilà. Oui. On peut le dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut changer. Oui, mais enfin, c'est pas une machine à laver. On peut changer. On change les composants d'une centrale nucléaire. Depuis qu'elles sont là, elles ont eu des travaux. C'est-à-dire tous les nouveaux systèmes de sûreté ont été mis dessus. Là, à l'étape des 40 ans, il y a énormément de travaux qui sont faits pour les mettre au niveau de sûreté des toutes dernières centrales nucléaires. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'essentiel du parc nucléaire américain est prolongé au-delà de 60 ans et que les premières centrales américaines viennent d'être autorisées à fonctionner à 80 ans. Donc c'est quelque chose, il y a plus de 50 centrales nucléaires dans le monde qui ont passé les 40 ans. C'est quelque chose qui se fait. On se rend compte initialement, on avait fait les calculs pour 40 ans, mais en fait, elles peuvent fonctionner beaucoup plus. Mais vous comprenez que les Français ne peuvent pas comprendre qu'on ferme Fessenheim, on leur dit c'est une vieille centrale, et qu'en même temps qu'on veut le prolonger les autres. On a fermé Fessenheim et les Français le comprennent quand on le voit dans les études, ils comprennent tout à fait qu'on a fermé Fessenheim pour des raisons politiques. Ah, pour des raisons politiques pour vous. Je vais vous dire, parce que je voulais répondre un petit peu à cette question de... j'ai l'impression que depuis qu'on est là, on oppose nucléaire et renouvelable. On va fêter les 5 ans de l'accord de Paris cette semaine. Depuis l'accord de Paris, en 2015, 80% de l'énergie dans le monde, c'était du fossile, charbon, gaz, pétrole. 5 ans après, 80% de l'énergie dans le monde, c'est charbon, gaz, pétrole. Voilà. Donc cette opposition nucléaire renouvelable, si on pensait nucléaire renouvelable contre le charbon, le gaz et le pétrole, on progresserait. Parce qu'on voit que ces débats d'opposer deux solutions, c'est stérile. On a besoin de l'un et de l'autre. Julien ? Non, on a besoin de l'un ou de l'autre. On n'a pas besoin des deux. Mais parce que, en fait, le nucléaire, effectivement, est une énergie faiblement carbonée. Déjà, c'est pas décarboné, comme l'a dit Emmanuel Macron, c'est faiblement carboné. Mais on peut s'en passer. Donc, et si on peut s'en passer, pourquoi continuer dans cette filière-là? Le nucléaire, certes, c'est pas beaucoup d'émissions de CO2, mais c'est tout un tas d'autres risques et d'autres risques de pollution environnementale. Donc, si on a le choix de s'en passer, pourquoi continuer avec le nucléaire? L'idée, c'est de résoudre la crise climatique. L'urgence climatique est là, personne ne la conteste, et on se mobilise suffisamment chez Greenpeace pour la crise climatique. Oui, mais c'est pas en construisant des centrales qu'on va avancer. Si on veut, on a fait ce calcul-là. Si on voulait réduire de 10% les émissions de CO2 à l'échelle de la planète, il faudrait que d'ici 20 ans, on construise un réacteur chaque semaine. Vous savez très bien que c'est impossible, parce que le nucléaire, c'est hors sujet. C'est trop lourd, c'est trop long, c'est trop coûteux. Et d'ailleurs, la première question que vous avez posée, ça prouve bien que le nucléaire est hors sujet sur la crise climatique. Ils n'ont même pas envisagé le nucléaire parmi ces solutions-là. C'est hors sujet. Alors, on va s'intéresser à EDF et donc à Jean-Bernard Lévy, le grand Manitou du nucléaire français. Thibault Nolte le passe au rayon X. C'est sans douleur, évidemment. Bonjour docteur, j'ai mal ici et là. Une petite déprime passagère, c'est tout. Évidemment, je fais du sport. Mon cher Jean-Bernard Lévy, j'ai vos radios sous les yeux, c'est énergique.
Vous êtes depuis 6 ans patron du premier électricien européen EDF. Dans le monde d'avant, vous étiez un excellent gestionnaire, tout à fait ordinaire, avec un banal CV de maître du monde, polytechnicien lambda, passé par tout ce que la France compte de grosses boîtes, les matras aux bulles de la fin de siècle, au Vivendi, TPS, Canal+, du début du siècle suivant. J'ai entendu Canal+, je postule pour Miss Météo Atomique, de Tricastin à Gravelines, radieux, et de Fessenheim à Flamanville, c'est l'hiver. Dans ce monde d'après, où tout est déréglé, votre vision, c'est la fission. Vous voulez faire du nucléaire une énergie d'espoir. L'espoir que la soif énergétique des futurs 100 milliards d'objets connectés, des méga-serveurs, des voitures autonomes, de la 5G, de l'intelligence artificielle, se contente d'un peu d'amour et d'eau lourde fraîche. Nous proposons un programme de 6 centrales nucléaires. Chacun sait que la solution, c'est l'électricité à condition qu'elle soit verte. C'est aussi l'avis du président. Même si l'an dernier, Elisabeth Borne, la ministre de la Transition écologique, vous demandait de gamberger à un scénario d'énergie 100% renouvelable et que le ministre des Finances, Bruno Le Maire, ulcéré par un rapport sur le fiasco de Flamanville, se donnait des airs de machete, prêt à vous couper le sifflet. J'ai entendu Bruno Le Maire, je l'imite hyper bien. Toutes ces dérives sont inacceptables. Soyez certains que je tirerai toutes les conséquences à tous les étages. Pourtant, vous avez accepté de diriger EDF pour 10% de votre salaire. Vous savez que défendre l'atome après Tchernobyl et Fukushima vous attirera peu de nouveaux amis, que Greenpeace lance son trophée des boulets du climat et révèle que 1000 pages de données ultra sensibles sur la sécurité de l'EPR de Flamanville ont fuité. Mon cher Jean-Bernard, vous qui aimez l'opéra, souvenez-vous. J'ai entendu opéra, je me permets de conclure, un malheur est vite arrivé. Merci Thibault Nolte, Benjamin. Valérie Faudon, Jean-Bernard Lévy, elle a quand même la lourde tâche de livrer l'EPR de Flamanville. 10 ans de retard dans la construction, 12 milliards pour le coût, c'est un triplement. Ça ressemble à un fiasco. Et du coup, eh bien, ça nourrit la méfiance. Alors, tout à fait. Alors, ça montre que quand on arrête de construire, puisqu'on avait arrêté de construire des réacteurs nucléaires pendant 15 ans, on perd la compétence. Voilà. Et ça, donc, vous voyez par exemple le PR chinois qui a démarré bien après le chantier de Flamanville. Il est déjà en ligne et c'est d'ailleurs le réacteur qui a produit. C'est juste deux ça, réacteurs. très franchement, c'est juste et il ça. a produit. Ben oui, c'est en on a vu qu'il y avait construisant. plein de problèmes, dans technologie, d'usure. C'est pas un problème de technologie puisque les 2 réacteurs chinois fonctionnent. Et l'année dernière, le premier réacteur a été le réacteur qui a produit le plus d'électricité dans le monde. Vous savez, il est à côté de la zone de Shenzhen, donc il alimente la zone de Shenzhen en électricité bas carbone. Jean-François Juliard, il y a aussi un problème de sûreté, de sécurité. Flamanville, il y a eu la fuite de 1000 pages de documents ultra confidentiels dont vous avez réussi à vous procurer l'essentiel. Vous nous racontez ? Oui, bah ça montre effectivement qu'on ne peut jamais garantir une confidentialité sur des informations aussi importantes que celle-ci. C'était un défi que vous vous étiez... Non, pas du tout. On n'a rien cherché, très honnêtement. C'est une personne qui ne travaille pas dans l'industrie du nucléaire, qui a eu accès à ces documents parce qu'elle est tombée sur un ordinateur sur lequel il y avait ces documents-là, qui nous les a confiés. Vous pouvez accéder à ces informations ? Pas cryptées, pas protégées, rien du tout, qui les a mis sur une clé USB, qui les a données à un militant de Greenpeace qu'elle a croisé dans une rue. Ça s'est passé à peu près aussi simplement que ça. Quel hasard. Et elle savait qu'il était Greenpeace, hein. Elle ne les a pas donnés au hasard à quelqu'un comme ça dans la rue. Et ça a valeur de test pour vous? Mais ça a valeur de test parce que c'est plusieurs milliers de pages de documents qu'on a analysés scrupuleusement et on a vu qu'il y a tout un tas d'éléments, quoi qu'en dise EDF qui a communiqué que c'était des éléments accessibles à l'œil nu ou visibles à l'œil nu depuis l'extérieur de la centrale. Déjà, comme si on se baladait comme ça à pied à côté d'une centrale, c'est pas vrai. Si vous allez un jour à l'EPR de Flamanville, vous verrez qu'on ne voit pas, c'est pas vrai, les caméras de surveillance, qu'on ne voit pas les enceintes de sécurité et tout ça. C'est des infos sensibles. C'est des infos qui, mis bout à bout, donnent une cartographie très complète de tous les dispositifs de sécurité d'un site aussi sensible que Flamanville. C'est-à-dire que ça tombe entre nos mains, on les utilise comme dans notre rôle de lanceur d'alerte. Ça tombe entre les mains de quelqu'un qui a une... Mal intentionné, ça peut être extrêmement dangereux, extrêmement grave. On peut dérober des matériaux radioactifs à l'intérieur, on peut s'introduire pour faire tout un tas de choses. Mais bien sûr que c'est vrai, personne ne l'a contesté. Le DF dit on a juste des éléments qu'on voit à l'œil nu de l'extérieur. Je pense qu'il faut quand même le dire. Bon, on n'a pas vu ces documents, donc on ne connaît pas leur
degré de confidentialité. Il faut savoir que le plan de la zone d'activité de Flamanville n'est pas confidentiel, il n'est pas classé avec un niveau de confidentiel. Sur le plan, c'est un des éléments parmi ces 1000 pages de documents. Toute installation industrielle aujourd'hui, vous voyez, moi récemment j'ai visité un data center, il y a un système de vidéosurveillance autour des data centers, mais c'est bien sûr que dans une installation nucléaire, il n'y a pas qu'un système de vidéosurveillance pour assurer la sécurité de l'installation. Je pense que les équipes de Greenpeace le savent. Déjà, il y a des tests il y a des équipes de gendarmerie spécialement formées, des sortes de GIGN armées pour garder les centrales nucléaires. Donc, je pense que le sujet de Flamanville, je pense que vous avez déjà fait un rapport super secret il y a 3 ans. L'autorité de sûreté nucléaire a regardé ce rapport. Il devait y avoir plein de révélations. Elle a dit qu'il n'y avait rien de nouveau. Donc, bon, Jean-François Juliard, Emmanuel Macron, lorsqu'il était sur le site de Framatome, a dit, on n'aura pas le temps de l'écouter. Il lit le nucléaire, et le nucléaire civil et le nucléaire militaire. Et c'est vrai que la puissance de la France dépend quand même, la puissance dans le monde de la France dépend de l'énergie nucléaire pour son armement. Donc ça, vous devez aussi le prendre en considération, vous. Oui, mais je pense pareil qu'aujourd'hui, dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, la force de dissuasion nucléaire ne sert plus à rien. Je veux dire, les conflits aujourd'hui ne sont plus des conflits entre des États et c'est pas aujourd'hui en possédant l'arme nucléaire qu'on maintient la paix dans le monde. Ça, c'est faux. C'était un discours qui tenait à l'époque de la guerre froide. C'est la propulsion. Oui, c'est le moteur. Mais là, c'est entre l'énergie civile et l'énergie militaire. Non, c'est pas vrai. Ça veut dire que si vous voulez un porte-avions, vous préférez les porte-avions au mazout, parce que je ne sais pas ce que vous avez comme autre technologie pour faire avancer ce porte-avions. Je préfère qu'on apprenne. C'est un porte-avions nucléaire qui donne du coup, il part en mission. Et aujourd'hui, dans le monde incertain dans lequel on est, on a vu ce qui s'est passé aux États-Unis, au Brésil, en Russie. C'est quand même bien que la France pense à renouveler son. Mais ça passe pas par un sous-marin. Le maintien de la paix dans le monde aujourd'hui, il part avec 10 ans d'autonomie de combustible, c'est bien. Merci à tous les deux. C'est un débat en effet fort sensible. Merci d'y avoir participé. Dans un instant avec François Saltiel et Xavier Mauduit, le sommet européen de Bruxelles d'aujourd'hui est Victor Hugo et la mère Noël et la prophylaxie anti-Covid au Brésil notamment, mais pas seulement. Mais d'abord, vigilance à propos des infox avec Désintox. Ce soir, la réouverture des restaurants en France. La France sera le dernier pays européen à rouvrir ses restaurants, dénonce l'opposition depuis une semaine. Alors qu'Emmanuel Macron a annoncé une éventuelle réouverture autour du 20 janvier, les députés LR multiplient les sorties pour pointer un soi-disant décalage avec nos voisins. C'est d'abord Guillaume Pelletier qui dénonce. On va être le dernier pays d'Europe à rouvrir nos restaurants. Tous les pays, les Italiens, les Espagnols sont en train de rouvrir et vont tous rouvrir avant Noël. Le député Vincent Descoeurs s'en est également ému à l'Assemblée nationale. La France est le pays d'Europe qui a fait le choix de la date de réouverture la plus tardive. En réalité, la plupart des pays n'ont pas gravé de date de réouverture dans le marbre, les décisions évoluant en fonction de la situation sanitaire et selon les régions. Ainsi, la Belgique se montre encore plus pessimiste que la France, puisqu'elle ne prévoit pas de rouvrir avant le 1er février. En Italie, si certaines régions classées jaunes peuvent ouvrir leurs restaurants jusqu'à 18h, ce n'est pas le cas de toutes celles qui sont classées orange et rouge. Dans les 2 tiers du pays, donc, les restaurants sont fermés et aucune date de réouverture n'a été annoncée. Enfin, de nombreux autres pays garderont leurs restaurants fermés à Noël, contrairement à ce que disent les élus LR. C'est le cas en Autriche et en Allemagne, où la situation sera examinée les 8 et 10 janvier prochains, ainsi qu'aux Pays-Bas, où une réouverture avant Noël a été jugée hautement improbable. Là encore, aucune date n'a été fixée pour l'instant. Et ben voilà, on attend donc. Merci Désintox, bien vu. C'est quasiment du Friday Wear le jeudi. Non, vous êtes en jaune, je suis en bleu. Décontraction totale. Bonsoir Monsieur Mauduit. J'essaye de me tenir. Moins décontracté, mais quelle belle cravate. Alors, un sommet des 27 à Bruxelles s'est tenu aujourd'hui. 2 sujets majeurs, le Brexit et puis peut-être aussi le plan de relance économique qui est contesté par certains Européens. Mais ce n'est pas l'objet de votre chronique. Vous voulez nous parler des États-Unis d'Europe rêvés par Victor Hugo. Oui, le 21 août 1849, à Paris, se tient un congrès des Amis de la paix universelle. C'est beau comme nom. Et la présidence en est confiée à Victor Hugo. Vous savez, l'Europe est traversée là depuis une année par de profonds mouvements révolutionnaires qui réclament plus de liberté, qui réclament le respect des nationalités. Tenez, par exemple, en France, ce printemps des peuples se montre clairement, se caractérise avec, en février 1848, le roi Louis-Philippe qui est chassé de son trône et la République est proclamée. Une République dans laquelle Victor Hugo est député. Ça y est, plus que jamais, le grand homme, grand
écrivain, grand dramaturge, devient véritablement homme politique parce que c'est un monde nouveau qui est à reconstruire. Et dans son discours inaugural pour ce congrès, Victor Hugo lance une expression qui est accueillie par une salve d'applaudissements. Il parle des États-Unis d'Europe. Bravo, vive Victor Hugo, c'est exceptionnel. Alors, États-Unis d'Europe, qu'il associe évidemment à un autre groupe immense, comme il dit, les États-Unis d'Amérique. Il dit ces deux-là doivent s'associer. Alors, bon, il faut le dire, Victor Hugo n'est pas le premier à utiliser cette expression-là. Lui, il la popularise. D'autres y avaient pensé parce que voilà des siècles que l'Europe est le théâtre de guerre, de tragédie. Victor Hugo adore, mais uniquement sur scène. Et il a le sens de la formule. Dans son discours, il a une phrase admirable. Il dit « Un jour viendra où l'on verra un canon dans le musée. Les canons seront dans les musées comme aujourd'hui, un instrument de torture, en s'étonnant que cela ait pu être formidable. » Ça fait rire absolument tout le monde dans ce congrès de la paix universelle. Alors, qui réunit vraiment énormément de monde, Ce sont des centaines de participants venus d'Europe, venus même des États-Unis, et c'est plein d'optimisme, de pacifisme, mais il y a un problème. Aucun Allemand n'est présent à ce congrès. Alors, ces États-Unis d'Europe rêvés par Victor Hugo, eh bien non, ils ne se réalisent pas. Ils ne se réalisent pas. Il faut attendre un siècle pour que la construction européenne se mette en place. Mais après des guerres, et quelle guerre! Mais quand elle se met en place, cette fois, c'est au tour du couple franco-allemand. Et encore une fois, avec des hommes politiques qui ont le sens de la formule. Attention, il est là, il arrive. Voici mon général. Bien entendu, on peut sauter sur sa chaise comme un cabri en disant l'Europe, 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 mais ça n'aboutit à rien et ça ne signifie rien. Je répète, il faut prendre les choses comme elles sont. Voilà. Le coup du cabri. Alors, le coup du renne et le Père Noël derrière les rennes. Alors, qu'est-ce qui se passe avec le Père Noël? Il se passe, Elisabeth, que l'heure est grave. Parce que pour la première fois de notre histoire, la magie... Faites semblant d'y croire. Mais non, mais c'est vrai, la magie de Noël est menacée et dans le monde entier, avec des mesures sanitaires qui sont parfois complexes à annoncer à sa population, et pas seulement pour Jean Castex. Écoutez plutôt ce premier ministre d'une province canadienne qui a été alors, littéralement submergé par l'émotion. I'll say that. Because it will keep you safe. I'm the guy who's stealing Christmas to keep you safe. Because you need to do this now. You need to do the right thing. Il est bouleversé. Oui, il est bouleversé. Et oui, il est confronté à ce vent d'hiver qui chasse la féerie. Mais il n'est pas le seul, Elisabeth, car comment le petit Papa Noël va-t-il descendre du ciel, apporter ses jouets par milliers? Eh bien, premier élément de réponse, derrière une vitre. Ça se passe au Québec. Santa Claus, c'est dans son petit espace clos. Santa Claustré Santa Claustré, pour tenter de maintenir un semblant d'enthousiasme. Alors sinon, il peut toujours compter sur son compte Zoom, bien sûr, pour entendre en visioconférence. Il a Zoom, bien sûr, Pépé a Zoom, pour entendre les vœux des bambins. D'ailleurs, il y a même en France un site dédié, Visio Père Noël, donc c'est 20 € quand même les 10 minutes. Alors, c'est pas donné, mais oui, c'est pas donné, mais en même temps, le pôle Nord, c'est pas non plus. C'est tout, c'est très loin. C'est très loin la connexion. Mais attendez, le mieux pour se confronter de plus près à la magie de Noël, eh bien, il faut aller au Brésil, rencontrer la mère Noël et son fameux rideau. Vous allez voir, Elisabeth, ça va vous plaire. Rideau de câlin, voilà, rideau de câlin. Voilà, promis, tout est désinfecté. Des images qui font rire ou qui font pleurer. Hein, c'est au choix. Moi, je pleure, contrairement à Brian du Manitoba. Je pleure pour de vous. Vous savez, vous n'êtes pas la seule, Elisabeth, car les enfants pleurent aussi. Parce que quand on s'intéresse un petit peu à leur état émotionnel, le mieux, vous savez, c'est d'éplucher les centaines de milliers de lettres qu'ils envoient chaque année au Père Noël. Car depuis les années 60, eh bien, il faut aller à Libourne. C'est là où il y a son secrétariat officiel. Mais c'est pas une blague, bien sûr, Benjamin. Vous l'avez petit envoyé au Père Noël. Libourne, vous avez noté l'adresse. Et oui, c'est géré par la Poste. Et lorsqu'on lit justement toutes ces lettres, eh bien, on se rend compte que les enfants sont inquiets sur la santé du Père Noël, peut-être parce qu'ils ont compris qu'ils avaient santé mentale et physique, car il a déjà plus de 65 ans. Et du coup, vous savez quoi, les enfants lui font un cadeau. Il leur envoie des masques à l'intérieur des enveloppes. Et oui, des masques à l'intérieur avec la liste des cadeaux. Et aussi un souhait que l'on peut lire maintes et maintes fois. Ce souhait est le suivant. On aimerait que tout revienne à la normale. Et sur ce coup-là, petit comme grand, on en pleure, Elisabeth, mais on a envie d'y croire au Père Noël. Ah merci mes amis, je vois plus clair. Alors, sur l'antenne d'Arte, dans un instant, votre soirée série avec les 2 derniers épisodes de No Man's Land, avec Mélanie Thierry et l'adorable trognon Félix Moati. Et on se quitte, pardon mes amis, avec Abou
marabout arabe, en clin d'œil en hommage à nos deux invités de première partie, Bassam et Rami, les combattants pour la paix. À demain 20h05. Je vous félicite. وينك يا الصاري بالليل متوجه عبلادي سلم سلم ع فلسطين